Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je filme cette vidéo à la fin de l'année 2020, mais quand vous la regarderez, on sera déjà en 2021 ou peut-être en 2026, on ne sait pas. Ça va dépendre de quand vous arrivez sur cette chaîne. Bref, quel meilleur moyen de faire le lien entre deux années que de vous faire un petit retour sur mon année 2020 et de vous présenter mes top 3 des meilleurs romans que j'ai pu lire, des meilleures bandes dessinées et aussi des meilleures séries que j'ai pu voir parce que ça peut être sympa de vous en parler. Allez, on commence ça tout de suite. Vous l'aurez compris, cette vidéo va se diviser en 3 parties et le retour de l'éternel petit cahier est là, puisque sinon je vais oublier ce que je dois vous dire tout simplement. Donc dans une première partie, je vais vous parler des 3 romans que j'ai préféré lire en 2020. Ensuite, on va parler plutôt de bandes dessinées, pareil, top 3 des meilleures bandes dessinées que j'ai lues cette année. Et enfin, on va se parler un petit peu de séries. Je sais pas si vous aimez binge-watcher certaines séries. Personnellement, il y en a que j'ai regardées mais en un éclair. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et toujours petit cahier sous la main, il faut que je vous dise aussi que en faisant mes petites notes et en me disant bon quels sont les 3 romans que j'ai préférés cette année, tout ça, ça a été extrêmement difficile de choisir parce que j'ai fait énormément de lectures et j'ai regardé pas mal de séries aussi. Donc voilà, c'est un top 3 non exhaustif, c'est un top 3 tout à fait personnel et subjectif et si jamais vous avez eu d'autres coups de cœur que moi, bah écoutez c'est tout à fait normal, n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire et à me partager vos meilleures lectures de l'année 2020. Petit disclaimer avant de commencer avec la première partie, je voulais juste vous dire que ces lectures-là, je les ai faites pendant l'année 2020. Les séries que j'ai regardées, je les ai regardées pendant l'année 2020. Ça ne veut pas dire que les livres et les séries sont sortis cette année-là. Voilà, c'est possible que j'ai un petit peu de retard sur les sorties. Généralement, en termes de lecture, il y a des livres qui sortent pour la rentrée littéraire de, j'en sais rien, 2019. Et pendant toute l'année 2019, je me dis, ah, il faut vraiment que je les lise. Et finalement, je les lis souvent l'année d'après parce que j'ai pas le temps. Voilà. On commence avec la catégorie roman. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a certains livres qui n'étaient pas sortis en 2020, malgré le fait que ce soit dans mon top de l'année. Du coup, histoire de faire pas trop dans la dentelle, on commence par un livre qui est sorti, je crois, dans les années 90. Donc voilà, j'ai mis un peu du temps avant de le lire, vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'agit de Soi, de Alessandro Baricco. Alors Soi, c'est l'histoire d'un homme qui fait commerce dans le domaine de la soie. Merci Captain. Donc, en fait, c'est l'histoire de cet homme qui va chercher des œufs de verre à soie outre Méditerranée. Et le truc, c'est que au bout d'un moment, son commerce commence à dépérir puisque les œufs de verre à soie qu'il va chercher au-delà de la Méditerranée commencent à mourir. Je crois qu'ils sont malades. Du coup, son conseiller lui dit finalement d'essayer d'aller du côté du Japon pour aller chercher ses œufs de verre à soie. Et en fait, c'est un récit qui est extrêmement bien construit puisque on a 3 ou 4 allers-retours au Japon. Donc c'est très rythmé sans être lourd pour autant. Et au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui est extrêmement touchante. Personnellement, elle m'a bouleversée en fait. Et le style était lui aussi tout à fait frappant. En fait, voilà, c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2020 et je sais vraiment pas pourquoi je l'ai pas lu avant parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et évidemment, la petite touche essentielle de ce roman, c'est que c'est une histoire d'un amour impossible puisque cet homme-là, lorsqu'il va au Japon, tombe nez à nez avec une femme, mais il est déjà marié, donc il sait que c'est un amour tout à fait impossible. Mais malgré tout, à chaque fois qu'il retourne au Japon, chaque année, pour chercher des œufs de verre à soie, eh bien, il la retrouve. Et vraiment, c'est très beau, c'est très poétique. Et la fin est extrêmement bouleversante, extrêmement touchante. Enfin, pour tout vous dire, j'ai lâché la petite larme, quoi. Je poursuis avec un roman très, très, très particulier, puisqu'il s'agit de À la ligne de Joseph Pontus. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, À la ligne, en fait, c'est un roman qui est écrit en vers libre. Le vers libre, c'est de la poésie, mais il n'y a pas de règles imposées à ce vers-là, pas de nombre de syllabes, pas de rime particulière. Simplement, on sent que c'est condensé, que c'est poétique. Et Joseph Pontus a choisi un vers libre, donc sans ponctuation, sans rien. Et c'est extrêmement puissant. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est avec une femme. Cette femme trouve un boulot
je crois en Bretagne, donc l'homme doit quitter son job pour la suivre. Son job c'était je crois dans un milieu tout à fait culturel et finalement il se retrouve intérimaire à devoir travailler dans différentes usines en Bretagne. Donc il lâche tout pour suivre sa femme et il nous décrit dans ce livre-là les difficultés et les travers du travail à l'usine. Et en fait, c'est à la fois extrêmement puissant, extrêmement violent, puisque quand on parle d'usine, on parle notamment des abattoirs de Bretagne. Et du coup, honnêtement, si vous ne devenez pas végétarien juste après ça, c'est que vous avez le cœur bien accroché, quoi. Donc c'est extrêmement violent et en même temps, le vers libre a une dimension très très poétique. Donc c'est beau, c'est violent, c'est vrai et c'est vraiment l'essence même du travail qui est vraiment à la ligne, à la chaîne et qui est déshumanisant au possible, mais finalement à travers ce vers libre et à travers la poésie, on dirait que cet homme-là parvient à s'accrocher à la vie et à l'essence même de ce qui fait que la vie est belle, c'est-à-dire la poésie, la littérature et ce qu'il aime à l'origine, donc tout ça, hein, tout cet univers très culturel. Donc voilà, je sais pas trop si je suis claire, mais vous sentez que je m'emballe un petit peu quand j'en parle. Vraiment, je vous conseille de le lire, c'est une petite pépite. Je termine avec un roman qui m'a marquée, notamment parce que au niveau du récit, je l'ai trouvé extrêmement bien construit. Il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Le style est assez classique, hein, rien à dire, très propre, très léché. Voilà, pas de grandes envolées poétiques ou lyriques, mais un beau roman bien construit. D'ailleurs, c'est un pavé, je crois qu'il fait autour de 600 pages en grand format, peut-être 800 au format de poche. Donc voilà, c'est une bonne petite brique, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que cette petite briquette, on la lit, mais super vite, quoi. Il faut un petit peu du temps pour entrer dans l'histoire, et après, mais ça file à une vitesse. En fait, pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est Émile qui a, je crois, 26 ans, qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui sait qu'il va mourir très rapidement, juste après avoir perdu la conscience de lui-même, perdu ses souvenirs, perdu sa mémoire, etc. Donc c'est complètement dramatique pour ce jeune homme. Le truc, c'est que Émile, il veut pas suivre les essais cliniques que ses parents veulent qu'il suive. Il ne veut pas non plus trop inquiéter sa famille. Il a du mal à supporter le fait que le regard de ses proches ait changé vis-à-vis de lui, puisque ses proches savent qu'il va bientôt mourir. Donc, il décide de partir et d'accomplir le rêve de sa vie, qui est de voyager, de partir tout seul en camping-car pour sillonner les routes des Pyrénées, pour aller marcher en pleine montagne, etc. Mais le truc, c'est que il se dit à un moment donné que partir tout seul, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais il peut pas non plus demander à sa famille parce qu'il veut que sa famille le laisse tranquille et il ne veut pas leur faire de peine finalement. Et il ne peut pas non plus demander à son meilleur ami qui vient d'être papa, donc il ne veut pas l'arracher à sa famille, malgré le fait que c'est un rêve qu'ils partageaient un petit peu tous les deux. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il poste une petite annonce sur un site internet pour dire bon bah voilà, je recherche un partenaire de route, finalement un partenaire de voyage pour partir avec moi. Il se relie et il se dit qu'il est complètement fou, que personne ne va répondre à cette annonce ou alors quelqu'un d'un peu pas net quoi, vous voyez. Et du coup, malgré tout, le lendemain ou quelques jours plus tard, je ne sais plus, une femme, Joanne, une jeune femme un peu plus âgée que lui, répond à cette annonce et lui dit qu'elle est partante pour ce voyage. Et du coup, c'est l'histoire de Émile et de Joanne qui vont partir tous les deux en camping-car sur la route alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et ils vont finalement se découvrir, évoluer ensemble. Lui va évoluer aussi dans sa maladie et elle finalement va se porter garante de lui et tout faire pour qu'il ait la meilleure fin de vie possible, tandis que elle va de son côté essayer de guérir de ses blessures qui sont extrêmement bouleversantes et ils vont se découvrir l'un l'autre petit à petit, découvrir les failles de l'un et de l'autre. Donc c'est un récit vraiment puzzle, c'est-à-dire que petit à petit les pièces se mettent en place et on comprend et on connaît un peu mieux l'histoire de chacun des personnages principaux. Et en plus, c'est une histoire mais qui est bouleversante, c'est-à-dire que j'ai ri, j'ai pleuré, non vraiment j'ai lâché la petite larme à la fin, non j'ai lâché un espèce de torrent de larmes à la fin de ce livre parce qu'il est vraiment magnifique, c'est un livre à lire absolument.
Je vous propose qu'on enchaîne avec les bandes dessinées, les 3 bandes dessinées qui m'ont le plus plu cette année. Et petite surprise, il s'agit surtout de romans graphiques. Et je commence avec Le Prince et la couturière de Jen Wang. C'est l'histoire du prince Sébastien qui aime se travestir en femme, il se fait alors appeler Lady Christella, sauf que personne ne sait que c'est lui évidemment, ni son père le roi, ni sa mère la reine, ni leur sujet évidemment, c'est tout à fait secret. Parallèlement à ça, nous avons Frances, une couturière vraiment talentueuse, très créative, mais son boss, un couturier, voilà, un commerçant de la ville, a tendance plutôt à réfréner son talent pour qu'elle réponde très précisément aux demandes des clients et des clientes. Donc elle est complètement oppressée en fait dans ce travail-là et elle ne parvient pas à s'ouvrir et à s'épanouir de manière créative. Du coup, un jour, le prince Sébastien vient la débaucher pour qu'elle travaille pour lui. Et du coup, Frances va s'épanouir et devenir très créative, tandis que le prince Sébastien va être de plus en plus épanoui lui aussi grâce aux nouvelles robes que la couturière va faire pour lui. Vous l'aurez compris, on va parler de travestissement, on va parler d'identité, peut-être même de transidentité, et à travers des personnages qui sont très touchants finalement. Donc je vous conseille énormément de la lire. C'est une bande dessinée qui normalement s'adresse plutôt à un public jeunesse, mais honnêtement que vous ayez 7 ou 77 ans, vous pouvez y aller. Donc foncez. Je poursuis avec un coup de cœur intersidéral. Un livre, mais vraiment les bras m'en tombent en fait quand j'en parle. C'est un livre que je peux conseiller à tout le monde encore une fois. Il s'agit d'un roman graphique, plutôt d'une série de romans graphiques, normalement destinés à la jeunesse, mais que vous pouvez lire à tout âge encore une fois. C'est Heartstopper de Alice Oseman. Je suis mais in love de cette histoire. C'est l'histoire en fait de 2 garçons. L'un d'entre eux est homosexuel, il le sait depuis longtemps, il aime les garçons, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est acté. Et l'autre est hétérosexuel, ou du moins il pense l'être jusqu'à ce qu'ils se rencontrent et qu'ils deviennent amis. Sauf que cette relation amicale va petit à petit évoluer. Et écoutez, je vous en dis pas plus parce qu'il faut quand même vous laisser un petit peu du suspense, mais évidemment c'est un sujet très important qu'il faut aborder en littérature, que ce soit en roman ou en bande dessinée. Voilà, la communauté LGBTQI+, est tout à fait représentée dans ce livre-là et c'est bien de pouvoir en parler à la jeunesse mais de pouvoir en parler à tout âge. Et Alice Oseman le fait d'une manière qui est parfaite puisque cette histoire est très douce, c'est une romance magnifique. Bref, je ne peux pas trop vous en dire, mais il faut absolument que vous les lisiez. Je crois que cette année j'ai été dans une humeur un petit peu romantique parce que je vous parle beaucoup de love story et de romance. Et encore une fois, pour ce 3e livre, cette 3e bande dessinée que je vous présente, il s'agit aussi d'une histoire d'amour. Et c'est un roman graphique qui est juste magnifique. Ce qui m'a plu particulièrement dans celui-là, c'est son style. Il s'agit de In Waves de Eiji Dungo. In Waves, c'est une bande dessinée qui parle de surf. Et vous avez en fait parallèlement une histoire d'un personnage et à côté de ça, vous avez l'histoire avec un grand H du surf, c'est-à-dire les pionniers du surf, l'évolution de cette discipline, etc. Et en fait, c'est une histoire d'amour qui est magnifique, qui est merveilleuse. Une histoire d'amour pour le surf, mais aussi une histoire d'amour entre 2 personnages, dont un qui est malade et qui voit ses derniers jours arriver et qui est passionné de surf. Et celui qui raconte cette histoire est amoureux de cette personne-là. Et vous sentez que je m'emballe un petit peu, vous sentez que je bégaye un petit peu et que j'ai du mal, tout simplement parce que elle est très difficile à expliquer, à décrire cette bande dessinée, voilà, ce roman graphique. Son style est très épuré, les couleurs, voilà, sont très basiques, on a du bleu et du rouge, quoi, c'est tout. Mais la puissance de cette bande dessinée, elle est incommensurable. Vraiment, gros coup de cœur de cette année 2020. On termine cette série de top 3 avec les séries et tout de suite, petit disclaimer, juste pour vous dire que autant tout ce qui est littérature, c'est ma spécialité, autant tout ce qui est cinématographique, ça l'est un petit peu moins. Je suis moins calée, moins qualifiée, moins spécialiste. Voilà, j'ai fait des études de lettres, j'ai pas fait des études de cinéma. Mais j'aime bien binge-watcher Netflix de temps en temps. Du coup, il faut que je vous parle évidemment d'un petit coup de cœur de cette fin d'année. Il s'agit de Dash et Lily.
Voilà, si vous n'avez pas encore vu cette série, c'est l'histoire d'une jeune fille qui cherche l'amour, mais c'est un petit peu la meuf bizarre de son lycée, de son école. Elle s'entend plutôt bien avec les adultes, mais pas tellement avec les jeunes de son âge. Et elle est passionnée de lecture, elle est folle dingue de Noël. Sauf que pour ce Noël-là, ses parents partent. Et du coup, elle est dégoûtée parce que normalement, elle fête tout le temps Noël en famille. Donc, pour se remonter un petit peu le moral, son frère lui conseille de prendre un carnet et d'écrire en fait des indices dedans et des petites choses à réaliser. Et elle va aller cacher ce carnet dans sa librairie préférée, à côté de son roman préféré en rayon, en espérant qu'un jeune homme tombe dessus et résolve toutes ses énigmes. Là-dessus, nous avons Dash. Dash, lui, est complètement blasé de Noël, plutôt pessimiste. Ses parents sont séparés, du coup, il fait croire à l'un et à l'autre qu'il est chez l'un ou chez l'autre, alors qu'en fait, il passe Noël tout seul, tranquille, posé. Et du coup, pour passer sa journée, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la librairie et il a tendance à dire au libraire attention, ce livre-là, il est mal rangé, celui-ci aussi, etc. tellement il est passionné de littérature. Et c'est là, évidemment, qu'il tombe sur le carnet de Lily. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous ai pitché la série maintenant, il faut absolument la regarder. C'est l'ambiance parfaite pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, si jamais vous regardez cette vidéo début janvier, parce que si vous la regardez en 2026, c'est pas grave, vous pouvez regarder la série aussi finalement. Elle se regarde bien à toutes les périodes, je pense. Mais encore plus si vous la regardez à Noël. Voilà, c'est clairement ça. Ça n'est pas dans mes habitudes de regarder des documentaires. Pourtant, j'ai eu un gros coup de cœur pour la série Babies. Toujours sur Netflix, Babies en fait, c'est une série documentaire justement qui parle des bébés, qui parle de la maternité, qui parle de l'évolution des nourrissons et des enfants. Et en fait, c'est extrêmement pointu scientifiquement parlant. Vous avez tout un tas d'expériences qui sont menées et qui sont très bienveillantes, je vous rassure. C'est pas des petits rats de laboratoire, c'est des humains, attention. C'est une série qui est extrêmement touchante et moi je suis un peu fan de bébés, je vous avoue, dès que je vois un bambin là comme ça dans une poussette, je suis là genre hey chérie regarde, il y a un bébé par là. Bref, vous avez compris, je suis un peu gaga. Du coup, la série Babies m'a énormément intéressée parce que c'est très pointu sur le plan scientifique, c'est très intéressant. Et si vous vous intéressez aux bébés, si vous avez envie d'avoir des enfants un jour, ou si tout simplement vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller binge-watcher cette série. La dernière série que je voudrais vous présenter, c'est Le Jeu de la Dame. Je pense que nombreux parmi vous l'ont certainement vu ou vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais écoutez, je ne peux pas ne pas la citer dans mon top 3 des meilleures séries que j'ai vues en 2020. Franchement, je suis à peu près sûre qu'elle est encore dans les top 10 de Netflix là en ce moment. Et franchement, c'est une série qui m'a énormément émue et surtout je l'ai regardée mais d'une traite quoi, j'ai vraiment adoré. Ce personnage féminin fort, puissant, intelligent et en même temps sensible. Voilà, j'ai trouvé que dans un univers très très masculin des années 60 il me semble, c'est inédit, c'est beau à voir, les couleurs, les graphismes, voilà, c'est magnifique. Tout ce qui est mode, tout ce qui est vestimentaire, en fait l'époque est très très bien resituée et très très bien illustrée dans cette série. Et puis voilà, le personnage principal, j'adore quand il y a une série avec une femme forte à l'intérieur, et là c'est vraiment le cas. Le Jeu de la Dame, c'est vraiment l'histoire de cette jeune orpheline qui va aller voir finalement l'intendant de son orphelinat et découvrir qu'il joue aux échecs. Il va lui apprendre à jouer et en fait lorsqu'elle se fera adopter par ses parents adoptifs, sa mère va tout de suite comprendre à quel point sa fille est forte aux échecs et elle va l'accompagner dans ses compétitions. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais encore une fois, série à voir, mais absolument, absolument, absolument. Et voilà, vous savez tout de mes coups de cœur de l'année 2020. Si vous aussi vous avez eu des coups de cœur, que ce soit en termes de lecture, en termes de série ou autre, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, voilà, je me ferai une joie d'y répondre. En tout cas, il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne année 2021 ou 2026 selon l'année à laquelle vous regardez cette vidéo. Bref, passez une très bonne année. J'espère que le contexte sanitaire va évoluer positivement par rapport à l'année 2020, histoire de vous souhaiter une bonne année, il faut au moins espérer ça. Et je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!